Très bien. Donc là, normalement, on est en train d'enregistrer. Oui. Juste, madame, si Alors, vous pouvez dire oui. les rédactions qu'il ne faut pas oublier, genre qui sont Ok, super importantes. d'accord, Merci. je vais insister là-dessus. Donc, on a une fonction, c'est f de xy, qui est égale à x3 plus, alors je ne vois pas très bien, plus 3x, donc plus 3x y2 moins 15x moins 12y. Et on vous demande d'étudier donc les extrémales locaux et de montrer qu'ils ne sont pas globaux. Ok, alors déjà, pour commencer, il faut commencer toujours par donner l'ensemble de définitions. D'accord? Donc ici, D2F, CR2. Pourquoi? Parce que c'est une fonction polynôme. Donc ça, il faut le dire. Ensuite, il faut bien préciser que c'est un ouvert. Pourquoi? Comme ça, on va pouvoir dire que la fonction, elle est C2 sur R2 et on ne peut le faire que sur un ouvert. Ensuite, l'espace R2 est également convexe. Étant donné qu'on veut étudier les extrémas, et vous avez bien compris maintenant, j'imagine, que la recherche d'extrémas, c'est vraiment, les extrémas sont situés là où la fonction est globalement convexe, localement convexe ou localement concave. D'accord? Et si elle est convexe globalement ou concave globalement, donc dans ces cas-là, ça sera un extrémum global. Donc forcément, il faut d'abord se placer sur un convexe. Donc ça tombe bien, R2 est un ouvert et R2 est un convexe. OK? Donc une fois qu'on a dit ça, donc la fonction elle est bien C2 de R comme fonction polynôme, il faut donc rechercher les points critiques. D'accord? Donc on va rechercher les points critiques. Pour rechercher les points critiques, il faut calculer P et Q, c'est-à-dire les dérivées premières en X et en Y. Donc si je dérive d'abord en X, je vais avoir donc 3 x2 moins 3y2 moins 15. Y est considéré comme une constante quand je dérive en x. Ensuite, pour la deuxième, je dérive en y. Donc ça, c'est une constante. Donc ici, on va avoir 3 fois 2, on va avoir 6y2. Ça, c'est une constante. Il va rester moins 12. Donc pour rechercher les points critiques, il faut poser donc, le système égal à 0. D'accord? Donc ça, c'est équivalent à dire, donc on va remplacer y, que y est égal à 12 divisé par 6. Donc, il ne me manque pas un x quelque part. Mais madame, c'est pas 3x carré plus. Oui, c'est moi qui dis n'importe quoi. On est d'accord? Donc, y qui va être égal à 12 sur 6, c'est-à-dire 2. Alors, pour l'instant, je laisse le x ici. D'accord? Pourquoi? Mais madame, c'est 3x au carré plus 3y au carré, non? Ça, je dérive en x, on est en y, on est d'accord? Oui, mais vous avez mis moins Il y a 3y plus. carré. Moins 3y P. carré. Oui, 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 Voilà. c'est vous qui avez raison. Bien joué. Bon, je reprends. Donc ici, j'ai envie d'isoler le y, on est bien d'accord, mais pour isoler le y, il faut que je puisse passer le x de l'autre côté. Donc, est-ce que je peux diviser par x? Je ne peux diviser par x que si x est différent de 0. On est d'accord? Donc, pour que x soit différent de 0, je vérifie quand même si x égale à 0 n'est pas une solution. Alors, si x égale à 0, je me retrouve ici avec moins 12 égale à 0. Donc, ce n'est pas possible. D'accord? Donc, x égale à 0 n'est pas une solution. Donc, je peux me restreindre à l'étude sur x différent de 0. Si jamais x égale à 0 avait été une solution, il aurait fallu que je la mette de côté et que je la garde. Là, ce n'en est pas une. Une fois que j'ai fait ça, je peux remplacer y dans cette équation par 2 sur x. Donc, ça va nous donner 3x2. Alors, plus 3y carré, donc ça fait y carré, ça va être 4 sur x2. Donc, ça va faire 3 fois 4, ça va faire 12. 12 sur x2 moins 15 égale à 0. Alors, on va tout mettre au même dénominateur, c'est-à-dire qu'on va mettre x puissance 4 ici. Là, on va mettre 15 x2. Alors normalement, j'ai tout ça sur x puissance 2, mais je le passe de l'autre côté. J'ai le droit, hein, x n'est pas égal à 0. Donc j'ai cette solution-là. Ensuite, je peux aussi simplifier par 3. Donc du coup, je me retrouve avec 4 ici et 5 ici. On est bien d'accord? Donc pour trouver les solutions de x, il faut d'abord donc calculer, résoudre en tout cas ce polynôme.
Alors, ce polynôme, vous connaissez la résolution des polynômes quand j'ai du x carré ax2 moins bx plus c. Donc ici, on va juste poser que x égale à x2. Et du coup, ici, je vais me retrouver avec x2 moins 5x plus 4 égale à 0. Et donc, c'est ce système que je vais résoudre. Je vais obtenir des solutions. Donc, comment? Je vais calculer delta. Delta, c'est égal à B2. Donc, B2 ici, c'est égal à moins 5 au carré, donc B2, donc c'est 5 au carré, donc ça fait 25, moins 4 fois A qui vaut 1, fois C qui vaut 4, donc moins 4 AC, ça fait donc cette solution-là. Donc ici, ça fait 16, ici j'ai 9. On est d'accord? Donc je vais avoir deux solutions. La première, ça va être moins B, donc c'est-à-dire 5 moins racine de delta, donc ça fait moins 3 sur 2A, c'est-à-dire 2. Et la deuxième, donc je peux effacer le delta, hein, ça va être égal à 5 plus 3 sur 2. Alors ça fait donc 5 moins 3, ça fait 2. 2 sur 2, ça fait 1. Et celle-ci, ça fait 5 plus 3, 8 sur 2, ça fait 4. Je n'oublie pas que chacune d'entre elles, en fait, c'est x2. On est OK? Donc, si jamais l'une de ces solutions avait été négative, je l'aurais barrée parce que moi, un carré ne peut pas être négatif. Là, toutes les deux sont positives, donc je dois garder les deux solutions. Donc, du coup, ce qui va me donner 4 solutions pour x. La première, donc, quand x2 égale 1, ça veut dire que x est égal soit à 1, soit à moins 1. D'accord? Je mets ici la solution pour ajouter le y ensuite. Et ici, quand x2 égale 4, j'ai deux autres solutions. J'ai 2 et moins 2. Alors, qu'en est-il de y? Y est égal à 2 sur x. Donc, 2 sur 1, ça fait 2. 2 sur 2, ça fait 1. Moins 2 sur 2, ça fait moins 2. Et moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Donc, j'ai 4 solutions. J'ai 4 points critiques. Est-ce qu'on est d'accord sur ces 4 points critiques? Allô, allô? Ouais. C'est bon? D'accord. On est OK. Oui. Alors, Il fait des steaks un peu. comment? Faut parler plus fort, hein, moi je ne vous entends pas. Donc j'ai 4 solutions, je vais les écrire là. Je vais l'écrire A1, ça sera le point 1, 2. A2, ce sera le point 2, 1. A3, ce sera le point moins 1, moins 2. Et A4, ce sera le point moins 2, moins 1. D'accord? Ensuite, il faut étudier la nature de ces points critiques. D'accord? Donc ici, on voit bien, bon, en tout cas, on a une intuition que la fonction ne sera ni convexe ni concave globalement. Déjà ici, j'ai une fonction qui est cubique. Et en général, quand j'ai une fonction cubique, on est bien d'accord que cette fonction, elle n'est pas... mettez-vous juste dans R classique. X cube n'est pas une fonction qui est globalement convexe ou globalement concave. Donc il y a peu de raisons que, en termes de surface, ce soit également le cas. Donc, il va falloir étudier la nature des points critiques. Alors, pour ça, on va d'abord calculer RT moins S carré. Alors, pour calculer RT moins S carré, il faut d'abord calculer R. R, donc je redérive une deuxième fois la dérivée première en X. Donc, ça fait 3 fois 2, ça fait 6X. Et tout ça, c'est de la constante. T, je vais redériver la dérivée par rapport à Y. Je vais la redériver par rapport à Y. Donc, là encore, ça fait 6X. Et ensuite, je prends S. La fonction étant C2, les dérivées croisées sont égales. Donc, je dérive l'une ou l'autre. Alors, dérivons celle-ci en X. Donc, ça fera 6Y. Madame, j'ai une question. Oui? Il faut dire aussi que R, il est supérieur ou égal à 0, non? Un truc comme ça? On n'y est pas encore. Pour l'instant, on a merde. juste calculé. D'accord? Alors, pour le moment, on regarde RT moins S carré. Quand on étudie cette quantité-là en tout x et en tout y, c'est pour regarder si la fonction est globalement convexe ou globalement concave. Comment on fait? On fait donc 6 fois 6, ça fait 36, 36x2 moins 36y2. Donc, je vais factoriser y2. Alors, si jamais cette quantité était de signe positif tout le temps, la fonction, ensuite, je regarderai le signe de R, et s'il est tout le temps positif ou tout le temps négatif, dans ces cas-là, je conclurai à la convexité ou concavité, d'accord? Ou à la convexité ou à la concavité. Mais si, comme on a l'intuition, d'accord, cette quantité change de signe, dans ces cas-là, la fonction ne sera ni globalement convexe, ni globalement concave. Et pour ça, il suffit de trouver un couple de points, x, y, particulier, tel que cette quantité-là est négative.
alors, il en existe un qui est assez easy. Hein. Si je prends le point 0 pour x et 1 pour y, cette quantité-là, d'accord? Donc, si j'appelle ce point-là le point M0, j'ai R0, T0 moins S0 carré, qui est égal donc à moins 36, c'est négatif. Donc, F n'est ni convexe, ni concave sur R2 tout entier. On est d'accord? C'est pour ça qu'il va falloir étudier la nature de ces points, okay, de façon locale. Étudier de façon locale, c'est donc le contraire de global. Donc, globalement, je l'étudie en tout x, y. Localement, je l'étudie au point. D'accord? Au point critique. Donc, du coup, commençons l'étude sur le point critique A1, par exemple. Si on regarde en A1, donc je vais calculer R1. Voilà, ici, x1. Donc, et ça me donne quoi? Ça me donne 36 fois 1 moins 4. On est d'accord? Donc, ça, c'est négatif. On est OK? Donc, si c'est négatif, ça veut dire donc que localement, la fonction n'est ni convexe ni concave. Donc, si la fonction n'est ni convexe ni concave localement, alors que j'ai bien la dérivée première qui est nulle, c'est ce qu'on appelle en dimension 1 un point d'inflexion et c'est ce qu'on appelle en dimension 2 un point sel. Donc, A1 donne un point sel. On l'appelle aussi un point colle. Choisissez le mot que vous préférez. Est-ce que c'est clair pour A1? Allô? Moi, j'ai juste une petite C'est question. clair. Oui. Est-ce que S égale 6Y? J'ai pas compris. S est bien égal à 6Y, oui. C'est-à-dire que tu prends soit la dérivée en X et tu dérives cette fois-ci en Y. Regarde, on le fait. Donc, si ça, c'était dérivé en X une première fois. Ok, Maintenant, on dérive en Y. On est d'accord? Oui. J'ai pris celle-ci parce qu'elle était plus simple. C'est bon? Oui, merci. Moi, j'ai juste pas compris l'étape d'avant où vous avez fait R0, T0 moins S0 au carré est égal à moins 36. Vous avez remplacé par quoi? X et Y? Je l'ai remplacé par 0, 1. D'accord? J'ai remplacé par un point particulier. Pour démontrer qu'une fonction n'est ni convexe ni concave, il faut qu'il existe un couple x, y, d'accord, que j'ai appelé ici x0, y0. Il faut qu'il existe un unique couple, au moins un seul suffit, tel que cette quantité-là soit négative. Et en prenant 0 pour x et 1 pour y, je me retrouve avec 0 au carré moins 1 au carré, et bien ça fait moins 1, et moins 1 fois 36, ça fait moins 36. Donc, en ce point particulier, RT moins S carré est négatif. Donc, la fonction n'est ni convexe ni concave sur tout R carré. C'est bon, ça? Okay. C'est différent? C'est bon. Madame, à partir du moment où on a trouvé qu'il y avait 4 points critiques, c'est que ça ne peut pas être convexe ou concave, non? Oui, de toute façon, on se doutait bien que la fonction ne pourrait pas être... Mais non, parce que imagine que tu aies 4 points critiques qui soient comme ça. Oups. D'accord? C'est-à-dire j'ai que des sauts. Ma fonction, non, elle n'est toujours pas convexe là. Non, tu as raison. OK? Mais bon, c'était juste pour vous montrer de toute façon ce qu'il aurait fallu faire pour démontrer que c'est ni convexe ni concave. OK? Est-ce que c'est clair ou pas? Mais du coup, avec les points d'inflexion, enfin, une fois qu'on a trouvé qu'il y a 4 points d'inflexion, on n'est pas obligé de faire cette étape, si? On ne sait pas si les 4 points sont des points d'inflexion. Et puis ces 4 points-là ne sont pas tous des points d'inflexion. Et puis on appelle ça des points sel ou des points colle en dimension plus grande. Enfin, non, pas des points d'inflexion, mais des points. Des points critiques. Des points d'extrémum. Oui, voilà, des points critiques. Non, mais oui. Mais tu dois quand même calculer RT moins S carré, puis tu le regardes, d'accord? En général, c'est une question que je pose en examen. C'est démontrer que la fonction n'est ni convexe ni concave. Et c'est la réponse que j'attends. OK? Donc maintenant, on va faire l'étude localement, donc au point A2 maintenant, donc en 2 et 1, donc au point A2, 2. Donc dans ces cas-là, c'est égal à 36, 4 moins 1. Donc là, c'est bien positif, on est bien d'accord? Donc si c'est positif, il faut que je regarde R2. R2, c'est 6x, donc c'est 6 fois 2. D'accord? Là encore, c'est positif, parce que ça fait 12. Conclusion, qu'est-ce qu'on peut en conclure localement sur la fonction au voisinage du point A2? Convexe. Voilà, elle est localement convexe. Et donc, si une fonction est localement convexe, c'est qu'on aura un
minimum local. Donc, du coup, A2, d'accord, donne, c'est pas lui le minimum, donne un minimum local. D'accord? Donc, celui-ci, c'est un min local. Celui-ci, c'était un point sel. OK. Ensuite, regardons donc les autres points. Regardons le point maintenant A3. D'accord? Le point A3, donc c'est R3, T3, 3, 3 et 3. Il y a une question? On est sur A3 maintenant? Oui? Je vous entends pas, il faut vraiment poser. Non, mais en fait, mon Wi-Fi marche hyper. Ouais, je suis C'est mon Wi-Fi qui marche. Qui marche pas très bien? Oui, c'est pas grave. Non, mais est-ce que tu as une question? Non, c'est bon. C'est bon? On est d'accord que là, on continue l'étude sur A3? Ouais. Et qu'il faut juste remplacer X par -3 et Y par -2? -1, non? Y, c'est -2. J'ai dit A3, c'est -1, -2. Donc là, c'est -1 à l'intérieur, donc ça fait 1. Et ici, c'est -2 au carré, ça fait 4. Et 1 moins 4, ça fait -3. Donc ça va être de quel signe? Négatif. On est OK que c'est négatif? Donc concave globalement. Non. Localement. Si c'est négatif, c'est ni convexe, ni concave. Et c'est un point sel. Ça donne un point col. Ça donne un point col. Ça donne un point sel. On est d'accord? Donc R3, A3 est un point sel parce que ici, j'ai R3, T3 moins S carré 3 qui est négatif. D'accord? En gros, RT moins S carré est négatif au point A3. C'est bon? Faut répondre là. Oui, c'est bon ou pas? Quand on dit que ça donne un point sel ou un point col, c'est parce qu'il manque une troisième. Il manque la Non, cote. parce que tu sais, c'est un peu comme un extrémum. L'extrémum, par exemple, ici, si j'ai X bar, c'est pas X bar qui est un extrémum, c'est X bar qui il est là, c'est F de X bar. On est d'accord? Donc, si j'ai un point sel, okay, c'est X bar qui donne le point sel. OK? D'accord, mais c'est dans une dimension en plus, en fait, c'est ça? Mais là, c'est la dimension en plus. D'accord? Le point d'inflexion, je vous avais montré, je vous avais dit, si vous faites ça, là, en dimension 1, c'est le point d'inflexion. Et ça ressemble, d'accord, à une selle. D'accord, donc Quand on passe en dimension plus c'est un grande. point dans le plan qui donne, en fait, un point en 3 dimensions. Voilà. Ah, ok, merci beaucoup. Tu as le point X0, tu as le point Y0, OK? Et dans cette dimension-là, dans ce sens-là, d'accord, c'est Z, c'est la cote, donc il est là, d'accord? Mon max, mon min, il sera ici, d'accord? Donc c'est à ce point-là. Donc il ne faut pas confondre le point qui est là et le point qui est là, d'accord? Ok, merci. Celui-là, il a 3 coordonnées. C'est bon pour tout le monde là? Donc il nous reste un dernier point, c'est le point A4. Donc ça fait, hop. Donc au point A4, qu'est-ce qu'on a? On a -2 au carré, ça fait 4, -1, d'accord? Donc cette fois-ci, ça c'est positif. On est OK que c'est positif? Oui. Et R, qui est égal à 6x4, cette fois-ci, est négatif. OK? Parce que c'est 6x, donc c'est 6 fois -2. Donc comme c'est négatif et que ça c'était positif, on sait que la fonction, elle est localement quoi? Concave. Et localement concave, d'accord? Maximum local. Donc on aura un maximum local. Okay. Ensuite, la question, c'est est-ce que ces extrémas sont globaux ou pas? Okay. Parce qu'on pourrait, je veux dire, imaginez, je prends la dimension 1, je pourrais avoir un truc comme ça, qui tend vers, la limite tend vers 0, mais j'ai bien ici un extrémum global. On est OK? Là, ils sont locaux. Celui-là est local, mais c'est possible. Donc, il faut s'en assurer. Par contre, un extrémum est global, il est également local. Mais un extrémum qui est local n'est pas forcément global. D'accord? Donc, il faut vérifier qu'on n'a pas un min ou un max local. Alors, comment faire? C'est une surface, on est d'accord? N'oubliez pas que la fonction qui est tout là-haut, là, c'est une surface. Et si c'est une surface, je peux, par exemple, soit avoir réellement un minimum local, ou alors, si j'ai une branche
qui tend vers moins l'infini, bon, bah, là, ce n'est pas possible. Donc, en gros, il faut trouver une direction où ça tend vers moins l'infini. Et bien, regardez, si je prends la direction y égale à 0, et que si je prends y égale à 0, qu'est-ce qui s'en va? Tout ça s'en va, tout ça s'en va. On est d'accord? Et du coup, j'ai f de x 0 qui vaut x3 moins 15x. Ça, c'est une direction. On est d'accord? C'est sur l'axe y égale à 0. Et si je fais tendre maintenant x vers l'infini, d'accord? Donc, si je prends f de x 0, ou f de xy, si vous voulez, et puis que je calcule la limite quand x tend vers l'infini et que y tend vers 0, ou alors j'écris directement 0 ici, c'est la même chose que la limite de x3, quand x tend vers l'infini. On est bien d'accord? C'est équivalent. C'est le monôme de plus haut degré qui l'emporte. Donc, du coup, si j'ai moins l'infini ici, j'aurai moins l'infini ici. Donc, A2 n'est pas un minimum global, parce que je vais jusqu'à moins l'infini. Si je vais en plus l'infini, ici, je vais en plus l'infini. Donc, ça, ce n'est pas un maximum global. Donc, j'ai bien des extrémas locaux et non des extrémas globaux. Est-ce que la démonstration de la partie 1 est claire? Moi, je ne comprends pas très bien la limite. La limite, on est bien d'accord que c'est une surface qu'il te faut. On est d'accord? Oui. On est sur des surfaces. Alors, je vais essayer de prendre des surfaces. Voilà une surface. On est d'accord? Oui. Là, si ma surface, elle est comme ça, on est bien d'accord ici. Moi, j'avais démontré que, voilà, là, ma fonction, elle n'est pas globalement convexe, ni globalement concave. On est d'accord? Il y a des morceaux dans tous les sens. Mais imaginons que j'ai trouvé ce minimum-là. Ici, ce minimum-là, il a l'air, vu mon dessin, il a l'air, vu ma feuille, il a bien l'air, il est local, mais il est bien sûr global également. Mais si maintenant j'ai une direction, celle-ci, imaginons que ici ma courbe, elle se prolonge encore. D'accord? Donc je vais plus bas que mon minimum et elle va comme ça jusqu'à l'infini. Donc j'ai juste trouvé une direction où j'ai un petit bout de ma surface qui va vers l'infini, qui va même vers moins l'infini. Du coup, mon extréma qui est ici n'est plus global, il est juste local. Donc le but, c'est de trouver une direction. Donc je réécris ma fonction ici, c'est x3 plus 3xy2 moins 15x moins 12y. Il faut que je trouve une direction xy où je converge soit vers plus l'infini, pour montrer que je n'ai pas un maximum global, et une direction qui tend vers moins l'infini pour montrer que je n'ai pas un minimum global. Ah, d'accord. Alors, comment faire? Je dis que si je prends y égale à 0, donc je fais tendre y vers 0, ou je prends même y égale à 0, ce terme-là et ce terme-là disparaissent. On est d'accord? Donc, du coup, maintenant, je regarde ici. Si je fais tendre x vers l'infini, que ce soit plus ou moins l'infini, c'est pareil, hein, je me retrouve quand même à calculer la limite d'un polynôme. Et je sais qu'en l'infini, c'est le monôme de plus haut degré qui donne la limite. Donc, en gros, la limite, ici, quand x tend vers l'infini et que je prends y égale à 0, voilà la direction que j'ai choisie, et bien dans ces cas-là, c'est à peu près la même chose, ça se comporte de la même façon que x cube. Donc, si x tend vers plus l'infini, x cube tend vers plus l'infini. Si x tend vers moins l'infini, x cube tend vers moins l'infini. Et comme lui, c'est la limite de f de xy, hein, en ces points, dans ces cas-là, je n'ai pas de minimum local et je n'ai pas de maximum local parce que j'ai trouvé une direction dans ma surface qui tend vers l'infini et une qui tend vers moins l'infini. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Oui, beaucoup plus. Merci. Madame? Oui. Est-ce qu'on peut faire tendre les deux en même temps vers l'infini? Oui, on peut. Mais bon, j'ai choisi la solution la plus simple, mais il n'existe pas qu'une solution, on est bien d'accord? D'accord. Et on est d'accord qu'on fait tendre x ou y, enfin c'est comme on veut. Oui, Là, on tu aurait peux pu faire tendre tendre les y deux. Par avec exemple, pour plus l'infini, j'aurais pu faire tendre les deux. J'aurais pu faire tendre x et y vers l'infini. Et donc, dans ces cas-là, ça et ça sont mineurs par rapport à ces deux termes-là. Et celui-là tend vers plus l'infini et celui-là tend vers plus l'infini. D'accord? J'ai juste choisi une direction qui était la plus simple possible. Ok, d'accord. On est OK? Oui. Super. Alors, on fait la question 2. Alors, la question 2, c'est g de x, y qui est égal, alors je vois de moins en moins clair, x cube plus y cube, donc x cube plus y cube, moins 3axy, moins 3axy. Et on vous demande de discuter donc suivant le signe de A. Alors attention, A appartient à R tout entier. D'accord? Il peut être égal à 0 aussi. Alors, comme d'habitude, on commence par l'ensemble de définitions.
c'est R2 parce que c'est une fonction polynôme. Donc, comme R2 est un ouvert, il n'y a pas de souci. On peut parler de C2 de R2. La fonction est un polynôme, donc elle est bien C2 de R2 parce que c'est une fonction du catalogue. R2 est un ensemble convexe. On va pouvoir utiliser tous les théorèmes, d'accord, c'est-à-dire le RT moins S carré, toutes ces choses-là, parce qu'on étudie finalement la convexité ou la concavité globale ou locale, mais en tout cas, il faut être sur un convexe. Donc, on a bien toutes les hypothèses qui sont satisfaites. On va calculer donc le point critique, les points critiques, s'il y en a plusieurs. Alors pour ça, il faut calculer P et Q, c'est-à-dire la dérivée première en x, donc ça fait 3x2, ça c'est une constante, moins 3ay, on va poser égal à 0, et on fait la même chose pour y, moins 3ax égale à 0. OK ? Ensuite, on peut déjà simplifier, bien entendu, par 3. Okay, donc, on va simplifier par 3. Je vais le faire à côté pour pas... Je peux simplifier par 3 et puis passer l'autre de l'autre côté. Donc, ça me fait x2 égale à ay, et puis y2 égale à ax. On est OK? Une fois qu'on est là, on peut remplacer... alors, ici, j'ai envie d'exprimer y en fonction de x. Ou x en fonction de y, peu importe. Donc, on a envie d'écrire y égale à x2 sur a. Mais bien entendu, il faut que a soit différent de 0. On va gérer le cas 0 après. Et du coup, ici, on aura donc y2, donc ça fera x4 sur a au carré. A au carré qui va être égal à ax. Ou, alors... je n'oublie pas le cas A égale à 0. Si A égale à 0, qu'est-ce qu'il se passe? Si A égale à 0, ben là j'ai 0 et là j'ai 0, donc je me retrouve avec x2 égale à 0 et y à 0. Donc ici j'ai une solution. D'accord? Quand A est égal à 0, x2 et y2 sont égaux et la solution c'est 0, 0. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Donc on va continuer à le résoudre. Donc je vais faire ça ici. Donc j'ai une première solution, je l'écris là. J'écris que quand A égale à 0, la solution c'est 0, 0. Et quand A est différent de 0, que se passe-t-il? Quand A est différent de 0, donc je peux passer le A carré de ce côté-là. Ça va me donner A cube. Okay. Ensuite, je peux passer cette chose-là de ce côté-là. Je pose égal à 0. Je peux factoriser par x. Donc ça me fait x cube, facteur de A cube. D'accord? Donc je retrouve déjà la solution de tout à l'heure. Quand est-ce qu'un produit vaut 0? Quand x vaut 0 ou quand x cube moins a cube vaut 0. Donc quand x vaut 0, y vaut 0, on l'a déjà. On est d'accord? Et la deuxième solution, c'est quand x cube égale à a cube, comme là j'ai 2 puissances impaires, j'ai ma solution qui est x vaut a et donc y vaut a également. D'accord? Donc voilà mes deux solutions. Est-ce qu'on est d'accord pour les deux solutions? Allô, allô? Ouais. D'accord. C'est bon? Alors maintenant, on va étudier donc les points, la nature des points critiques. Donc, nature des points critiques. Pour ça, il faut calculer R2. R. D'accord? Donc, R. Oh là là, c'est pas possible. Excusez-moi. Je ne peux pas répondre, je suis en cours. Je te rappelle après. Donc, R. Je redérive une deuxième fois donc cette chose-là. Donc, ça fait 3 fois 2, ça fait 6x. Ici, il n'y en a pas. T égale donc à 6x également. Et S, on est bien, les dérivées croisées sont bien égales étant donné que la fonction est 2. 6y, oui. C'est bien, vous suivez. Et si je dérive soit celui-ci par rapport à y, soit celui-ci par rapport à x, j'obtiendrai exactement le même résultat, à savoir moins 3a. Donc, du coup, RT moins S carré, ce sera égal à 36xy moins 9a carré. Alors, est-ce que ça garde un signe constant? Bon, ben non. Prenons juste, par exemple, je ne sais pas moi, si on prend x et y qui valent 0, 0, on est d'accord? Si x et y valent 0, 0 et que a n'est pas égal à 0, on va bien avoir cette chose-là qui va être négative.
D'accord? Donc, c'est sûr que la fonction n'est pas globalement convexe ou globalement concave. Nous, ce qu'on veut, donc, c'est l'étudier au point critique. Alors, on va commencer par l'étudier au point AA, pour commencer. Donc, étudions-le au point AA. Donc, je vais appeler ça le point M1, et puis ça, je vais appeler ça le point M0. Donc, au point AA, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va avoir 36A au carré moins 9A au carré, qui est positif. On est d'accord? Donc, je m'intéresse au signe de R1, c'est-à-dire 6A, qui, lui, va dépendre du signe de A. On est bien d'accord? On est bien sur le cas A différent de 0, hein, pour le moment. Hein. J'étudierai le cas A égale à 0 ensuite. Donc ça va dépendre de deux choses. Ça va dépendre du signe de A. Si A est positif, que se passe-t-il? Et si A est négatif, que se passe-t-il? Donc je vous écoute. Que se passe-t-il si A est positif? C'est convexe. C'est convexe et La minimum. Convexe, et du coup, il a mis un minimum. Convexe. Donc On a un minimum local. Un minimum local. Si A est négatif, dans ces cas-là, on aura une fonction qui est localement grave. Donc M1 sera un maximum local. D'accord? Après, on peut se demander, est-ce que j'ai un min global ou un max local? Reprenez la forme de la fonction. On voit bien ici qu'en posant juste y égale à 0 et en faisant la limite de x en plus l'infini, j'ai plus l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, j'ai moins l'infini. Donc, il est clair que je n'ai pas d'extrémum global. D'accord? En tout cas, M1 n'est pas un extrémum global. Il est bien local. Est-ce que ça, c'est clair, cette partie-là? Allô, allô? Super. Oui. Alors, on va s'intéresser au deuxième point, qui est le point A égale à 0. Alors, si A égale à 0, eh bien déjà, S est égal à 0. Pour commencer. Donc, cette partie-là est nulle. On est d'accord? Et puis, R, 0, T0, machin, bah, c'est 0, 0. Et puis, ces deux points-là valent 0, c'est égal à 0. Donc, on est exactement dans ce que l'on appelle un point délicat. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on traite les points délicats? Et c'est ça la partie la plus importante ici. Alors, déjà, on va réécrire donc, notre fonction. Donc, on est sur A égale à 0. Donc, notre fonction G de x, y s'écrit juste de la façon suivante, parce que A est égal à 0. D'accord? Et on reprend la définition des extrémums. La définition d'un extrémum, je peux vous le dessiner en dimension 1 parce que c'est beaucoup plus facile. D'accord? Donc, imaginons quelque chose comme ça. Ici, si x bar est un extrémum, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ici, j'ai f de x bar. Et puis, si jamais je prends x bar plus h, OK? Voilà, je suis là. Donc, j'ai f de x bar plus h, et que je prends h finalement au voisinage de x bar. On va regarder localement. Si je prends h au voisinage, je vais me retrouver en gros à calculer la variation absolue au voisinage de f de x bar. On est bien d'accord? Et si jamais cette variation absolue, donc cette différence entre f de x bar plus h moins f de x bar est de signe constant au voisinage de x bar, c'est-à-dire pour un h très petit, eh ben, qu'est-ce que je vais dire? Ben, si ça, c'est de signe constant et que c'est toujours positif, donc bah, ça veut dire que lui est un minimum local. Si c'est de signe constant mais toujours négatif, je vais dire que j'ai un maximum local. Et si jamais ça change de signe, d'accord, en fonction de h, et ben dans ces cas-là, j'aurai un point cell. On est OK? C'est vraiment, regardez, la fonction, vous la regardez à un voisinage. Par exemple, on voit bien ici, j'ai f de x bar. Et ici, tous les points qui seront ici, si vous voulez, ce sont tous les f de x bar plus h possibles. Il suffit juste de faire varier h ici au voisinage de x bar. OK? Je fais varier h à l'intérieur de cette boule. Et du coup, bah, soit j'ai cette situation, soit j'ai cette situation, soit j'ai cette situation. Okay? Et c'est ça, en gros, qu'il va falloir déterminer. Alors, sauf qu'on n'est pas en dimension 1, donc il faut que vous arriviez à visualiser la chose en dimension 2. Alors, visualiser la chose en dimension 2, c'est quoi? Alors, je vais vous refaire le truc. Imaginons que j'ai x, ici j'ai y. Donc, j'ai un point critique x bar, y bar. D'accord? Donc là, il est là. Et moi, j'ai ma surface qui est ici. D'accord? Donc, j'ai ma surface qui est là.
j'ai ma surface qui est là. Donc, la variation absolue, elle se lit sur cet axe, hein, c'est-à-dire la différence entre ce point et puis n'importe quel autre point qui sera au voisinage. D'accord? Je vais prendre plutôt ma boule là. D'accord? Imaginons que ça, c'était mon point f de x bar, y bar, il est là. Et puis, je me mets sur un voisinage et il faudrait que tous les points ici, tous les f de x bar plus h, y bar plus k, c'est-à-dire au voisinage ici, d'accord, tous les points qui sont ici, tout ce qui est ici, que je retrouve là, d'accord, soit bien situés au-dessus ou en dessous. Donc, il faut que je les compare à f de x bar, y bar. On est bien d'accord? Est-ce que vous comprenez l'idée? Ouais. Plein de réponses là. Super. Et donc, du coup, c'est vraiment cette chose-là qu'il faut que j'étudie. Et cette chose-là, donc, comment elle s'appelle? Elle s'appelle la variation absolue. On est bien d'accord? C'est la variation absolue de f. Et donc, si elle garde un signe constant au voisinage de x bar, y bar, je conclurai à un extrémum local. Si elle change de signe, dans ces cas-là, je conclurai à un point sel. Alors, du coup, c'est pour montrer qu'elle garde un signe constant, il faut essayer de factoriser au maximum et de l'écrire sous la forme d'un carré, avec en tout cas d'une puissance paire, avec un coefficient, un nombre devant, donc plus dur. Ou alors, si elle ne l'est pas, là aussi, en gros, ce qu'il faut, c'est que ce soit vrai pour tout HK qui appartienne à la boule, hein, qui est ici, hein, pour que ça se répercute ici. Comme en dimension 1, il fallait que ce soit vrai sur cette boule-là. Okay, mais ici, il faut que ce soit vrai partout. Alors, pour démontrer que c'est un point sel, il suffit de trouver une direction H et K, d'accord? Parce que H varie, on est bien d'accord, hein? H varie ici, les points, ici, c'est des points HK. Hein. Donc, soit je trouve une direction HK particulière, où je montre que la fonction, elle passe un coup en positif, un coup en négatif. Quand je parle de fonction, je parle de la variation absolue, d'accord? Ou alors, je trouve une direction où elle est toujours positive et puis une autre direction où elle est toujours négative. En tout cas, montrer que uniformément sur la boule, ça ne garde pas un signe constant. Est-ce que c'est clair l'idée qu'il y a derrière? Oui. OK. Alors, on va essayer de faire ça mathématiquement. Donc, mathématiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je regarde la variation absolue de G, d'accord, au point 0, 0, d'accord? Donc, au point 0, 0, donc c'est 0 plus h, donc c'était la variation de G en hk au point n0, je l'ai appelé. D'accord? Et ça, c'est égal à G de 0 plus h, 0 plus k, moins G de 0, 0. Bon, alors, c'est simple, hein, G de 0, 0, ça fait 0, et puis G de 0 plus h, 0 plus k, c'est très simple, ça fait h cube plus k cube. Alors ici, on voit clairement, intuitivement, que ça va changer de signe. Hein. Ça ne va pas être de signe constant, j'ai des cubes. Bon, alors je vais regarder localement. Donc je vais dire pour, où il n'y a même pas besoin de regarder localement, c'est carrément clair, mais même localement, ok. Est-ce que vous avez une idée d'une direction que je n'aurais pas donnée? Alors qu'est-ce que je sais qu'une direction? C'est soit exprimer k en fonction de h, soit poser h égale à 0 et puis pas k, soit poser k égale à 0 et puis pas h, soit dire que k, d'accord? C'est toutes ces choses-là. Alors, donnez-moi une direction. H égale 0. H égale 0. Alors pour h égale 0, qu'est-ce qu'on a? On a delta g qui est égal à k cube. Et k cube, on est bien d'accord qu'il change de signe. On est d'accord? Il peut être positif comme négatif. Parce qu'il appartient à un voisinage, d'accord, à une boule centrée en 0, 0. Donc, il change de signe. Donc ça, ce n'est pas de signe constant. Madame, j'ai une question. Oui. Pourquoi est-ce que parfois on fait h égale à k ou h égale à une valeur Parce que des fois, en posant juste h égale à 0 ou k égale à 0, le signe, le changement de signe n'est pas évident, il n'est pas... Ah d'accord. Voilà. En fait, c'est juste on choisit par rapport à la situation. En gros, quoi. Tu vois dans la boule que je t'ai montrée là, tu sais, où je t'ai dit là j'ai x bar et là j'ai y bar, et il faut que sur le voisinage, sur toute cette boule-là, ma surface, d'accord, ma variation absolue garde un signe constant, il faut le prouver uniformément, il faut le montrer pour tous les HK. Mais pour montrer, c'est un peu comme montrer que ce n'est pas convexe, il suffit de trouver un point, et là il suffit de trouver une direction. Okay. Alors une direction qu'on trouve, par exemple, c'est H égale à 0, celle qu'on vient de trouver. D'accord? D'accord.
Mais on pouvait aussi faire h égale à k. Je crois que dans le corrigé, vous avez mis h Oui. égale à k. H égale à k. Et là, j'aurais eu 2h cubes. Ok. D'accord. D'accord. Il y en a plein des directions. Hein. Il n'y en a pas une unique. Il faut juste en trouver une. C'est bon, ça? Et ça, c'est la partie bon, merci. plus délicate de ce module. On est d'accord? Vraiment comprendre comment traiter les points délicats, c'est la partie la plus ardue du module de maths. Ok, donc ça, c'était l'exo. On n'a pas fini, il me reste 2 fonctions. Alors, autre fonction, c'est la fonction... Là, je crois que vous avez, dès le début, dès le premier exo, il y a beaucoup de points délicats. Hein. Je crois qu'il y a des points délicats pratiquement partout. x4 plus y cube moins 4y moins 2. Donc là, on est reparti. Il faut donner l'ensemble de définitions de h. Oups, je crois que vous ne voyez pas. Prévenez-moi quand l'écran est mal mis, hein, d'accord? Parce qu'ensuite, quand vous allez revisualiser les vidéos, c'est pas dit que... R2. faut plus remonter l'écran, quoi. Donc là, c'est R2, on est d'accord, parce que c'est une fonction polynôme, c'est un ouvert, c'est un convexe, il n'y a pas de souci. La fonction, elle est bien C de R2 comme fonction polynôme, tout va bien. OK? On calcule les dérivées premières pour rechercher les points critiques, c'est-à-dire que c'est égal à 4x cube tout court, parce que là, il n'y a rien d'autre. Et ici, la deuxième, c'est 3y2 moins 4. Donc ça égale à 0, ça égale à 0. Ça nous donne que x égale à 0 et y va être égal donc à 4 tiers. Donc ça, c'est y2. Donc on a 2 points critiques. Donc je vais les appeler A1, c'est 0, 2 sur racine de 3. Et A2, qui va être égal à 0 moins 2 sur racine de 3. Est-ce qu'on est d'accord? C'est bon là-dessus? Ouais. Alors, ensuite, il faut que je calcule R. Alors, R, il faut que je redérive une deuxième fois. Donc, ça fait 12x2. T, il faut dériver ça une deuxième fois. Donc, ça fait 3 fois 2, ça fait 6y. Et S vaut 0. Donc, RT moins S carré, ça fait 12x2 fois 6, donc 12 fois 6, x2, y2. Non, pas d'y2, tout simplement. Bon, ça, clairement, ce n'est pas de signe constant. On est OK que ce n'est pas de signe constant? Ce n'est pas de signe constant. Pourquoi? Donnons un exemple. Prenons x égale à 1 et y égale moins 1, et cette quantité-là est négative. Donc, je ne suis pas convexe ou concave globalement. Donc, il va falloir étudier aux points critiques qui sont là. Sauf qu'aux points critiques qui sont là, donc localement, que ce soit en A1 ou en A2, x vaut 0. Donc, RT moins S carré vaudra 0. Donc, on est en présence de 2 points délicats. D'accord? Donc, comme on est en présence de 2 points délicats, il va falloir calculer la variation absolue de H en ces points. Alors, moi, je vous propose d'appeler ces points, d'accord? Je vais poser que 2 sur racine de 3. Bon, en gros, je vais donner un terme générique, on est d'accord? Je vais dire que AI, ça sera égal à 0 et puis B. Okay? Ou B pourra être égal à plus 2 racine de 3 et moins 2 racine de 3. D'accord? Comme ça, je vais juste faire la démonstration, en tout cas le calcul, parce que j'ai l'un d'entre vous qui m'a contacté qui n'était pas d'accord avec Oui, c'est moi. mon corrigé. D'accord? Et donc, du coup, je n'ai pas compris. Alors, du coup, on a quoi ici? Alors, je vous rappelle quand même une formule, c'est que A plus B au cube, c'est égal à A au cube plus B au cube plus 3A carré B plus 3AB carré. On est d'accord? J'aurais peut-être pas dû l'appeler B celui-là, parce que sinon on va le confondre avec le B qui est là. Alors du coup, on va lui donner une autre lettre. Je vais l'appeler D. Voilà. On est bon là? Ok. Alors, on commence. Donc, si je calcule H... Alors, je vais prendre les... Si je calcule la variation absolue, c'est-à-dire H de 0
plus H, D plus K, moins H de 0, D. Tout le monde est d'accord que c'est bien ça qu'il faut que je calcule. OK? Donc ça, c'est égal à x4, 0. Donc, il faut que j'applique H à cette chose-là. Donc, ça fait H4. Ça, il n'y a pas de souci. Plus D plus K au cube, moins 4 D plus K, moins 2, moins, alors j'ouvre un grand crochet, la même chose en 0D, donc ça fait 0 à la puissance 4, ça fait D à la puissance 3, ça fait moins 4D, moins 2. Alors, j'ai déjà des premières simplifications qui vont venir tout de suite. Je peux simplifier ce terme-là et je peux simplifier celui-ci avec le 4 parce que moins et moins, ça fait plus. Okay? Donc, il faut que je développe cette chose-là, D plus K au carré. Ah ben alors, en gros, je remplace A par D. Alors, je vais remplacer A par D. Et je vais remplacer, alors il faut un autre papier, et je vais remplacer B par K. OK. Et du coup, je vais réécrire ce qui me reste. OK? Donc, égal. Donc, le H4, il reste. Plus cette chose-là, c'est-à-dire D3 plus K cube plus 3D carré K plus 3D K au carré. Moins D cube, donc je l'écris en dessous. Moins D cube, bon, ben je simplifie, toc, toc. Et il me reste cette chose-là. Est-ce qu'on est d'accord sur le résultat? Qui est là? J'ai un peu de retard, mais je suis là. Je regarde. J'ai fait la démonstration toute propre là. Hein. Ouais. OK, donc je vais juste réécrire mon résultat pour l'avoir ici. C'est-à-dire que la variation absolue en H au point 1, d'accord, en HK, elle est égale. Donc pour l'instant, je l'écris avec les notations que j'ai données, plus K cube, plus 3D au carré K, et plus 3DK au carré. OK. Sachant que D est égal à plus ou moins 2 sur racine de 3. Okay. Alors, ici, il est clair. Donc, si je l'écris pour A1, et ici, je vais l'écrire pour le deuxième, ça fait H cube plus K3 plus 3D2K plus 3D K2. On est bien d'accord que la seule différence qu'il va y avoir ici, vu que j'ai des D au carré, la seule différence entre celle-ci et celle-ci va être que là, on va avoir un signe différent. On est d'accord? Donc, si je pose si je pose que ça, c'est égal à plus ou moins B, comme ça, ici, j'aurai, dans le cas A1, il est positif, donc je vais écrire plus B, et ici, j'aurai moins B. D'accord? Où B est égal à 2 sur racine de 3, ou alors à 2 racines de 3 sur 3. Vous choisissez celui que vous voulez. Voilà ce qu'on doit étudier. Voilà ce qu'on doit démontrer. Est-ce que ces choses-là gardent un signe constant? Ici, c'est un H4. Hein. Est-ce que ça garde un signe constant? D'accord? Alors, la réponse, c'est je ne pense pas. OK? Je ne pense pas. Intuitivement, c'est plus simple de démontrer, en tout cas d'essayer de chercher d'abord que ce n'est pas que c'est bien un point-celle. Donc, en gros, il y a un petit problème dessus, quoi. Donc, mais de toute façon, comment est-ce qu'intuitivement, on sent que ça va être un point-celle? Parce que, sincèrement, réussir à écrire cette chose-là, alors, si. Vous vous mettez, en fait, si vous voulez, si on se met au voisinage du point A1 et du point A2, qu'est-ce que ça veut dire? Être au voisinage, ça veut dire que H et K, ça veut dire que H et K
d'accord, sont petits. Alors, je les mets en valeur absolue parce qu'ils peuvent être négatifs ou positifs. Hein. Ils sont tout petits. Et quand ils sont tout petits, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, imaginez tout petit, genre h égale à 10 puissance moins 1. Si h est de l'ordre de 10 puissance moins 1, h2 est de l'ordre de 10 puissance moins 2, h3 est de l'ordre de 10 puissance moins 3, ainsi de suite. Donc, du coup, vous avez une sorte de relation d'ordre qui est que h est beaucoup plus grand que h2, qui est beaucoup plus grand que h3, et ainsi de suite en termes d'ordre, de grandeur. Donc, si on regarde qui donne l'ordre de grandeur dans cette équation-là, on a h4 ici, et on a ici, donc lui en H, c'est lui le plus grand, et en K, le plus grand, c'est K. OK? Parce que K cube est beaucoup plus petit que K, et beaucoup plus petit que K2, et K2 est beaucoup plus petit que K. Donc déjà, on sait que lui risque d'être, dans les termes en K, le terme le plus fort, d'accord? Qui a une plus grande valeur. Maintenant, il faut comparer H et K. Bon, il suffit de prendre comme direction soit H égale K, et puis du coup, je transforme ça en K, et du coup, j'ai que ce terme-là qui est le plus grand. Ou alors, je dis H égale à 0. Vous choisissez n'importe quelle direction. Mais quoi qu'il en soit, on se rend compte que c'est lui le terme dominant. Donc ici, c'est lui le terme dominant. Et ce terme dominant, ici, j'ai 3D au carré qui est positif dans les deux cas, mais quoi qu'il en soit, ici, K est à une puissance impaire, c'est-à-dire à la puissance 1, donc ça change de signe. Donc, dans les deux cas, ça change de signe. Donc, il est clair qu'on est en présence d'un point col. Alors, comment rédiger ça? Eh bien, on va dire que pour la direction H égale à 0 et K très petit, ok, ça, c'est de l'ordre de cette chose-là. Donc, on va dire delta, attendez, on va dire delta H1 est de l'ordre de 3D2K et delta H2 est de l'ordre de 3D2K. Conclusion, A1 et A2, d'accord, donc ça change de signe en fonction de K. Si K est positif, c'est positif. Si K est négatif, c'est négatif. A1 et A2, donc, donnent des poincelles. D'accord? Est-ce que c'est clair comme direction? C'est clair, mais honnêtement, je ne serais jamais capable de refaire ça toute seule. Mais il faut. Bon, vous en faites pas. Cette année, à l'examen, je vais être très, très, très sympa. Oh, merci. Les conditions sont particulières, donc l'examen sera beaucoup plus facile que les années d'avant, quoi. Mais ce sera comment, madame? Je suis en train de réfléchir à faire un QCM, QCM complètement aléatoire. Donc, il faut que j'ai une base de données, de questions et d'exercices surtout très variés pour m'assurer qu'aucun étudiant n'ait le même sujet. Ah ouais? Ouais. Sympa. Sympa, hein? Voilà. Donc, comme ça, et puis de le mettre en un temps limité, l'ouvrir et fermer tout de suite le test. Donc, ça se fera, voilà. Après, vous savez, le but, c'est pas de vous saquer, c'est juste de vérifier que vous avez le niveau minimum. Et c'est pour ça que je dis vraiment, l'examen ne sera pas dur. C'est vraiment pour être sûr que vous ayez le niveau minimum pour passer en seconde année, pour éviter de vous planter. Parce que si vous trichez et que vous réussissez parce que vous avez triché, le souci, c'est que l'année prochaine, ça sera un examen sur table et que vous serez tellement à la ramasse. On va parler chinois. Donc, voilà, j'en appelle forcément à votre responsabilité à chacun. Vous êtes tous des adultes, en tout cas normalement, et vous êtes jeunes. Donc, un redoublement, ce n'est pas une catastrophe, surtout quand on est aussi jeune que vous. Et il vaut mieux s'assurer d'avoir un vrai niveau pour pouvoir continuer l'année prochaine, parce que oui, après, quand on arrive en master, il y a des sélections fortes, et si vous passez en n'ayant pas des acquis en seconde année, vous n'arriverez pas à rattraper tout ça cet été, comme la majorité peuvent le penser, et vous allez vous rétamer l'année prochaine, et donc du coup, vous plombez toute votre scolarité. Donc, c'est pour ça que moi, je pars du principe que voilà, ceux qui tricheront ou qui arriveront à trouver un moyen de tricher, de toute façon, à terme, ils seront perdus.
Voilà, ils seront perdants parce que le but du QCM que je donnerai, en tout cas de l'examen terminal que je donnerai, ce ne sera pas pour essayer de savoir qui a un meilleur niveau que qui, comme on a l'habitude de le faire, d'accord, de faire un classement entre vous, mais de vraiment vérifier que vous avez le minimum d'acquis, le minimum pour passer en année supérieure. Donc, du coup, ça vous indiquera à vous si oui ou non vous avez le niveau pour aller, en tout cas le niveau minimum, hein, pour passer en année supérieure. Et si vous n'avez pas ce minimum, vous vous planterez l'année prochaine. Donc, je vous conseille de ne pas tricher, quoi. Mais après, voilà, chacun fera ce qu'il veut, mais je sais que de toute façon, la majorité, et puis des étudiants est honnête, et puis j'ai plutôt confiance aux étudiants qu'autre chose, quoi. Mais on réfléchit encore à toutes ces modalités et ça va demander beaucoup de travail à mettre en place. Ça marche. Ok, alors il nous reste encore une fonction dans cet exercice, non? C'est la fonction k de x, y qui est égale, alors x cube. On voit pas très bien. Est-ce que vous pouvez relever un petit peu le... Ah, oui. Merci. X cube plus xy2 moins x2y moins x2y moins y cube. Est-ce que c'est bien moins y cube à la fin? Je vois rien, j'ai pas eu le temps de faire. Oui, c'est ça. Super. Bon, alors je vais aller rapidement là-dessus. On est bien d'accord que l'ensemble de définition, c'est R2. OK? C'est un ouvert, c'est un convexe. La fonction, elle est bien C2 de R2 comme fonction polynôme. OK? Ça, normalement, c'est rapide. Ensuite, on calcule recherche des points critiques. Recherche des points critiques, donc c'est 3. Donc, alors ici, on voit bien, j'ai un polynôme d'ordre 3, donc ça ne sert à rien. On ne peut pas savoir tout de suite si la fonction est convexe ou concave, hein. Mais bon, c'est un cube, à mon avis, elle sera ni l'un ni l'autre. Donc, c'est 3x2 plus y2 moins 2xy. Et pour la deuxième, c'est 2xy moins x2 moins 3y2. On pose égal à 0. Ensuite, il faut résoudre le système. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a? On peut, si jamais on les additionne, j'ai les doubles produits qui vont disparaître, hein. Si je fais ça plus ça, alors au niveau des x carrés, j'aurai 3 moins x2, donc on aura 2x2. Au niveau des y, j'aurai plus y2 moins 3y2, donc on aura moins 2y2 égale à 0. Et si jamais je soustrais les deux équations, d'accord, donc si je fais ça moins ça, j'aurai donc 4x2. Ici, donc j'aurai moins 4xy. Et ici, on aura, donc si on les soustrait, plus 4 y2 égale à 0. Bon, dans les deux cas, on peut simplifier par 4 et par 2. Dans ce cas-là, on peut même poser cette égalité-là, en passant l'un de l'autre côté. Et du coup, non, on va le mettre comme ça. Allez, hop. Du coup, comme ça, ici, c'est une identité remarquable. Ça fait x moins y facteur de x plus y, qui est égal à 0. Et ici, on a x2 moins xy plus y2 est égal à 0. Donc, écrit comme ça, qu'est-ce que ça nous donne? Quand est-ce qu'un produit est égal à 0? Bah, quand l'un des deux est égal à 0. Donc, ça va me donner deux systèmes. Le premier système, c'est quand x moins y est égal à 0, c'est-à-dire quand x est égal à y. Et le deuxième système, bon, bah, c'est quand x plus y est égal à 0, c'est-à-dire quand y égale à moins x. Et je recopie dans les deux cas l'équation. OK? Du coup, si vous remplacez x par y ou y par x ici, vous allez avoir x2 moins x2, d'accord, moins x2 plus x2 égale à 0. Donc, en gros, ça vous donne comme solution, d'accord, x égale à 0. Donc, ici, la solution, c'est tout le monde vaut 0.
Et ici, si vous remplacez, ça fait, donc on va le mettre plutôt, oui, comme ça, donc ça fait x2 plus x2 plus x2 égale à 0. Et bien là, pareil, ça donne x égale y égale à 0. Donc, il n'y a qu'une seule solution sur ce système. On a 0, 0. Est-ce que c'est bon? De toute façon, la démonstration n'est pas très compliquée. Hein. Je crois que je l'ai assez bien détaillé dans le poly, dans le PDF. OK, donc on a ça. Ensuite, il nous faut la dérivée. Pour étudier la nature des points critiques, il faut calculer les dérivées R, T et S. Alors, donc si je redérive ça par rapport à x, ça fait 3 fois 2, ça fait 6x, et ici, ça fait moins 2y. Ici, si je redérive par rapport à y, ça fait 2x moins 6y. Et puis ici, je dérive celle-ci maintenant par rapport à x, ça fait 2y moins 2x. Est-ce qu'on est bon? Si vous calculez RT moins S carré, donc ça va nous donner le produit de toutes ces choses-là. On voit bien en tout cas qu'en 0, 0, on va avoir un point délicat. Je vais l'écrire entièrement, d'accord? Donc ça fait 6x moins 2y, facteur de 2x moins 6y, moins 2y moins 2x au carré. On peut factoriser par 2, donc ici par 4. Donc si je factorise par 2, celui-ci, ça me fait 3x moins y. Si celui-ci, je le factorise par 2, j'aurai un 4x moins 3y. Ici, si je factorise par 2, ça fait moins 4y moins x. Bon, clairement, cette chose-là ne va pas être de signe constant. Prenez y est égal à... Alors, si on prend y ou x est égal à 0, alors si on prend x est égal à 0, on va se retrouver avec moins 4y, moins 3y, ça fait plus 12, plus 12y carré, moins 4y. Et prenons vous choisissez un y qui est suffisamment petit pour que cette quantité-là devienne plus petite que celle-ci. D'accord? Donc, quand est-ce que ça, c'est négatif? Bon, en tout cas, voilà. C'est facile de trouver un point. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ça change de signe. Nous, on fait l'étude localement. Localement, ça fait 0. Et on obtient quoi, du coup? C'est quoi ce point, le point 0, 0? C'est un point, non. Point délicat. Un point délicat. On ne sait pas si c'est un point colle. Pour savoir si c'est un point colle... Oui, après, il faut faire le truc et à la fin, c'est un point colle. OK. Donc, on va le faire. Donc, ça fait 0 plus H, 0 plus K, moins K, 0, 0. Bon, celui-là fait 0. Donc, en gros, ça fait juste H cube plus HK2 moins H carré K moins K au cube. Alors, on va essayer de trouver des choses que je n'ai pas forcément dites dans le poly, d'accord, d'en corriger, juste pour voir un petit peu si vous avez compris le truc. On s'imagine qu'on est sur un H et un K très petits. Donc là, j'ai un polynôme de degré 3. Ici, j'ai un polynôme de degré 3. Ici, j'ai un polynôme de degré 3. Ici également, j'ai un polynôme de degré 3. Donc, ils sont déjà tous plus ou moins de degré 3. Alors, si on pose l'un d'eux égale à 0, si je pose H égale à 0, il me restera moins K3. Ça change bien de signe, j'ai une direction. Si je pose K égale à 0, j'ai tout ça qui vaut 0, il me reste H cube. Là encore, j'ai une autre direction qui change de signe. D'accord? Donc, je ne sais plus celle que j'ai mis dans le poly. J'ai mis quoi comme direction dans le poly? J'ai mis K égale à 0. Eh ben, on va prendre H, prenons H égale à 0. Si H est égal à 0, ça, c'est égal à moins K cube, qui change de signe. On est d'accord? Conclusion, j'ai un point colle. Un point colle, un point sel. Moi, je préfère les points sel. Est-ce que c'est bon pour la dernière question de cet exercice? Madame, moi, j'ai une question. Oui. Tous les points délicats ne donnent pas forcément des points sel? Oui, tous les points délicats ne donnent pas forcément des points sel. Et si c'est pas un point sel, c'est quoi? C'est rien?
Ah non, bah, par exemple, regarde, je vais donner un exemple complètement faux. Hein. Imaginons que nous ayons trouvé ça. Imaginons que nous ayons eu ça, H2. Alors là, je me dis, bon, oui, H2, est-ce que j'arriverai à le factoriser? Non, ça, c'est pas facile. Alors, je vais donner un exemple complètement fou. Hein. Moins 2HK plus H4. Non, plus K4. Plus K4, et puis ici, K2. D'accord? Et bien là, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, ah, ben ça, c'est exactement H moins K au carré, le tout au carré. Et bien ça, c'est toujours positif. Donc là, j'aurai un... Alors, c'est lui le plus petit, il est en dessous. Donc, j'aurai un minimum local. Ok. Et ici, il est même global parce que c'est vrai pour tout HK. Je n'ai même pas besoin d'être sur un voisinage. Ok. D'accord, merci. Voilà. En gros, il faut que vous arriviez à factoriser, quoi. Mais madame, c'est beaucoup plus dur de trouver que c'est un minimum qu'un point cell, en fait. Eh bien oui, imaginons que j'ai eu plus, plus, moins. Alors là, j'aurais eu un moins ici. Et donc là, maintenant, ça aurait été un maximum. Oui, c'est plus dur de démontrer que c'est un point. Parce que là, on doit montrer pour tout point, c'est ça? Alors que pour point cell, on a juste à trouver un point. Une direction, oui. C'est ça. Ok. D'accord. C'est un peu comme de démontrer la convexité ou la concavité globale. Il faut montrer que RT moins S carré est positif pour tout XY. Alors que pour démontrer que ce n'est ni convexe ni concave, d'accord, il faut démontrer que un seul point, X bar, Y bar, d'accord, ou X0, Y0, que R0, T0 moins S0 carré est négatif. Et bien là, c'est un peu la même chose. On est OK? Ouais. Est-ce que c'est bon? Oui? Ouais. Alors, l'exo 9.2? Est-ce que j'ai le temps de faire l'exo 9.2 avec vous? Vous voulez qu'on s'arrête là ou vous voulez qu'on continue? Ouais. Bah, en vrai, on peut faire la prochaine fois. Hein. Ouais, je pense qu'on peut se laisser là-dessus. On a le temps, je pense. Ouais, parce que vous êtes en avance, alors bon. Ouais, on va aller. Ah oui, mais madame, vous pouvez juste expliquer un petit truc par contre? C'est quoi? En vrai, ça se tente. Pour l'exercice 2. En fait, dans le corrigé, j'ai pas trop compris quand il y avait les optimisations sous contrainte et sans contrainte. Ah, vous voulez que je vous fasse un sous contrainte? Mais je l'ai fait, la vidéo du corrigé 9.2 en vidéo. Ah ok, du coup, vous expliquez dedans? Oui, j'ai pas regardé. C'est la dernière vidéo du chapitre 9 où je dis que, où j'explique en fait, où je vous fais des jolis exemples, où je prends encore mes mains et mes sphères et mes feuilles de papier et je corrige du coup l'exercice 9.2 en vidéo. D'accord, ok, merci. Donc si vous y arrivez, ce serait cool que vous le compreniez comme ça. Ok. Madame, il reste beaucoup de trucs à faire dans le programme? Bah non, il reste que les exercices du chapitre 9. Oh. Excusez-moi, une question. Oui. J'ai pas très bien compris ce qu'il fallait faire dans le cadre d'une contrainte cachée. Parce que justement, à ce point, du coup, on peut pas faire ça, mais j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Par exemple, regarde, si ma contrainte, toi, tu as regardé la vidéo, on est d'accord? Oui, j'ai regardé la vidéo. Ok. Si ma contrainte, c'est x2 plus y est égal à 1, ou à moins 1 égale à 0. Ok. Tu peux poser y égale à 1 moins x2. Là, il n'y a pas de souci. Y, il est censé décrire tout R. Et ça aussi. Ouais, okay. Ouais. Mais maintenant, si j'avais fait... si j'avais mis ça. D'accord, ouais. Y2. Là, je ne peux pas poser ça parce que ici, Y2, c'est un nombre qui doit être positif. On est d'accord? Du coup, ça le restreint à certaines valeurs. Ça restreint X à certaines valeurs. C'est-à-dire que derrière la contrainte que j'essaie d'expliciter, il y a une contrainte cachée. Ouais. Et ma contrainte cachée, c'est attention, il faut que X2 soit plus petit que 1. Ouais. Donc, en fait, tu n'as pas explicité ta contrainte parce qu'il y en a toujours une autre qui est planquée derrière, quoi. Donc, pour pouvoir expliciter la contrainte, il faut que ta contrainte soit vraie et réalisable et qu'il n'y ait rien de caché derrière. Rien d'interdit. D'accord, ouais. Mais du coup,
qu'est-ce qui se passe quand on se trouve dans ce cas-là, en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Quand il se retrouve dans ce cas-là, avant, on passait par le Lagrangien, qui était la partie la plus compliquée du programme de maths, que j'ai viré et que j'ai mis, que j'ai déplacé. Alors, c'est pas viré, je l'ai déplacé en pré-rentrée en L2. D'accord. Voilà. Mais du Donc, coup, on n'aura pas 4 heures d'amphi. Je fais 4 heures d'amphi sur cette partie-là. Et du coup, c'est plus au programme de L1. Pas que pour les talents, hein, pour tout le monde. Ok, mais du coup, on n'aura pas ce cas-là où genre, on ne pourra pas expliciter la non, vous n'aurez pas ce cas-là. Mais par contre, vous pouvez avoir un cas où X en fonction de Y, on peut l'expliciter, mais Y en fonction de X, contrainte cachée. Donc, il faudra utiliser la bonne. Donc, il faudra réfléchir à laquelle des deux contraintes. Parce qu'en général, on peut toujours exprimer X en fonction de Y ou Y en fonction de X, mais des fois, il y en a une des deux qui a une autre contrainte cachée derrière. Donc, celle-ci, on ne pourra pas l'utiliser. Si on fait attention à ne pas prendre des valeurs de X en dehors de la contrainte. Non, parce que du coup, tu fais encore de la contrainte et donc tu ne peux plus passer en dimension 1. Parce que le but, en gros, l'estimation sous contrainte, c'est ce qu'il y a de plus facile. Parce qu'on passe d'un problème en dimension 2 à un problème en dimension 1 et on conclut sur la dimension 2. Regardez la vidéo et on en reparle à la prochaine session. On en reparle vendredi. On se voit vendredi à 14h. Hein. Ouais. Et juste, est-ce que vous pourriez revenir un moment sur les fonctions continues par morceau dans le cas des valeurs absolues, genre est-ce qu'il y a un équivalent avec les... Parce que ça, c'est dans le chapitre 8, enfin, qu'il y avait un truc à la fin. Mais est-ce qu'il y a un équivalent dans le chapitre 9 où on peut avoir des valeurs absolues et comment on verra ça? Comment ça? En gros, dans le chapitre 8, à la toute fin, il parle de fonctions continues par morceau. Oui. Et il n'y a pas cette partie-là où c'est équivalent dans le chapitre. Non, parce que c'est trop compliqué. D'accord, ouais. D'accord, c'est trop compliqué. De toute façon, en gros, que je vous explique, ce module, il sert pour les économistes. Et vous, ce que vous faites, c'est de l'optimisation sous contrainte, et c'est une contrainte linéaire, c'est votre contrainte de budget. C'est que R, votre revenu, doit être supérieur à P1, C1 plus P2, C2, quoi. Voilà, c'est ça votre contrainte, quoi. Donc, vous êtes clairement dans une contrainte explicite, quoi. D'accord? Ça sert à ça, en fait. Donc, c'est pas... Voilà. C'est très facile. Okay. D'accord. Ok. Donc, ne vous inquiétez pas. Bon, et ben, prenez soin de vous et puis on se revoit vendredi. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.